Vous savez, on dirait que pour une raison ou une autre, les parents dans les films d'horreur ont toujours le QI d'une huître. Mais je vous le dis tout de suite, cette femme les surpasse tous. Imaginez un peu. Votre fille commence à faire des cauchemars à propos d'une ville abandonnée qui fait froid dans le dos. Du coup, un jour, vous décidez de l'y emmener. Grossière erreur, parce qu'il ne vous faudra que quelques minutes avant de faire une sortie de route, de perdre la gamine et de vous retrouver coincé dans une dimension cauchemardesque avec un groupe de sectaires cinglés et tous ces horribles monstres qui essaient de vous écorcher vif. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les monstres du trauma dans Silent Hill. Tout commence par une nuit comme les autres, quelque part dans l'Ohio, où on découvre Rose, une maman qui cherche désespérément sa fille adoptive Sharon. Elle finit par retrouver la petite fille au bord d'une falaise et la tire en arrière juste à temps. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que la gamine n'arrête pas de parler d'un endroit appelé Silent Hill. Et apparemment, ça fait un moment qu'elle fait ça. Un jour, elles décident donc qu'elles vont se rendre à cet endroit pour comprendre ce qui se passe. Mais ça, ce sera leur plus grosse erreur. Elles s'arrêtent à une station-service pour demander leur chemin. Mais au moment où elles repartent, une policière les aperçoit et les trouve un peu louches. Elle décide donc de les interpeller un peu plus loin sur la route. Mais Rose est en mission, alors elle appuie à fond sur l'accélérateur et prend cette sortie qui mène tout droit à Silent Hill. Elle fonce donc vers la ville à près de 160 km/h, quand un Larsen incroyablement fort se met à retentir à la radio. Et lorsque Rose s'affole pour essayer de l'éteindre, elles aperçoivent tout à coup une petite fille qui traverse la route juste devant elle, ce qui fait que Rose finit par emboutir la voiture dans un fossé. Rose reprend ensuite conscience, mais elle constate que Sharon a disparu. Elle sort donc de la voiture et commence à explorer les environs à pied. Ok, je sais pas ce qu'il en est de l'enfant, mais cette femme est complètement à l'ouest. Et franchement, il faudrait que quelqu'un appelle les services sociaux avant qu'il y ait des morts. Cependant, cette situation est intéressante parce que la plupart du temps, les parents ne croient pas un mot de ce que disent leurs enfants. C'est d'ailleurs ce qui leur cause des problèmes en général, pas vrai? C'est comme si John s'était retrouvé à parler latin avec le type dans les murs, comme Regan, et que lui avait dit « On devrait peut-être supprimer le sucre avant le coucher, mon chéri ». Mais Rose ici, elle a fait exactement le contraire. Et pourtant, le résultat est tout aussi catastrophique. En fait, Sharon ne disait pas en se réveillant « Waouh, Silent Hill est un endroit trop sympa, j'aimerais trop y aller un jour !» Non, elle se réveillait littéralement en hurlant comme si elle venait de voir un démon. Alors explique-moi, en quoi emmener cet enfant là-bas était une bonne idée? Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman? C'est déjà assez grave que tu vives à côté d'une grosse cascade au bord de la route la plus fréquentée qui soit. Et là, tu me sors que cette gamine a fait ça plus d'une fois? Après la première fois, j'aurais déjà mis des alarmes sur toutes les portes et ajouté des serrures supplémentaires en hauteur, là où elle ne pourrait pas les atteindre. Et comme ça, on n'aurait plus à s'inquiéter qu'elle se tire en pleine nuit. Et le lendemain matin, on avait deux autres choses à faire. D'abord, on devait aller chez le psy pour lancer une thérapie. Et ensuite, on devait filer direct au supermarché parce que cette gamine a vraiment besoin d'une Switch aussi. Ouais, parfois le meilleur moyen de combattre une obsession, c'est d'en trouver une autre. Et dès qu'elle se sera mise à jouer à Animal Crossing, elle oubliera complètement cette ville fantôme flippante. Voilà ce que ferait n'importe quelle personne sensée. Mais au lieu de ça, Rose a décidé qu'il était temps d'atteindre un niveau 5 dans le classement des personnes recherchées. En gros, elle a kidnappé sa propre fille, elle l'a emmenée dans cet endroit dont elle sait qu'il est dangereux, et elle a ensuite pris la fuite devant la police en roulant à 160 à l'heure sur ces routes secondaires sinistres. Mais voilà où est le problème. Ça s'appelle des crimes, ma belle. Et on ne pourra pas vraiment aider Sharon si sa mère se retrouve en prison maintenant, n'est-ce pas? Au moins, elle avait bien fait ses recherches. Sauf que la toute première phrase de l'article disait que cet endroit était fermé parce que des gaz mortels s'échappaient du sol. Et cette idiote a emmené sa fille là-bas? Ça, c'est vraiment le profil type du parent de l'année. Mais bon, Rose est sur le point de faire ce que la plupart des gens feraient dans cette situation, c'est-à-dire paniquer et se mettre à courir dans tous les sens comme une tarée. Si vous demandez aux experts, c'est exactement le contraire de ce que vous devriez faire. Vous devriez plutôt jeter un coup d'œil rapide aux alentours pour voir s'il y a du sang ou des signes de danger. Mais après ça, vous devriez revenir sur vos pas et aller chercher de l'aide. Donc tout d'abord, j'essaierai d'utiliser son téléphone pour voir si elle a du réseau, puis j'essaierai de démarrer cette Jeep. Et si ça ne marche pas, je repartirai simplement à pied en direction de la route principale, parce qu'il est préférable que Rose puisse obtenir de l'aide plutôt que de se retrouver perdues toutes les deux. Mais comme elle est sur le point de le découvrir, sortir d'ici ne va pas être si simple.
Lorsque Rose commence à regarder autour d'elle, elle remarque que l'endroit est entièrement recouvert de ces petits flocons blancs. Mais elle se rend vite compte qu'il s'agit en fait de cendres. Et c'est alors qu'elle tombe sur un vieux panneau inquiétant indiquant « Bienvenue à Silent Hill ». Elle décide donc de suivre la route pour voir où elle mène. Elle se retrouve alors au milieu d'une ville qui semble abandonnée depuis des années. Mais alors qu'elle observe les environs, elle aperçoit au loin une petite fille étrange et se met à la poursuivre. La fillette la conduit à travers une série de ruelles jusqu'à ce qu'elles arrivent à un escalier qui descend sous la chaussée. Et c'est là que tout bascule. Quand Rose suit la fillette dans les escaliers, elle entend retentir une sirène d'alerte aérienne assourdissante. Au même moment, tout s'assombrit complètement. Rose sort son briquet et continue de suivre la fillette de plus en plus loin dans cette allée humide, jusqu'à ce qu'elle se retrouve finalement dans un immense labyrinthe constitué de clôtures grillagées. Au milieu, elle découvre un vieux lit d'hôpital couvert de sang. La fillette réapparaît soudainement et s'échappe par un trou dans la clôture. Et quand Rose lève les yeux, elle aperçoit un mineur enchaîné à la clôture, les entrailles complètement arrachées. Et le pire, c'est que ce type est toujours en vie. Elle entend quelque chose, se retourne et découvre une sorte de bébé démon effrayant planté juste derrière elle. Et il pousse un cri effroyable tandis que des dizaines d'autres se mettent à affluer. Terrifiée, Rose décide de courir se réfugier dans une maison. Mais elle trébuche et les créatures commencent à la traîner en arrière. Mais juste au moment où elle semble condamnée, elles se transforment tout à coup en cendres et disparaissent. L'instant d'après, le jour s'est levé et elle se rend compte qu'elle a atterri dans un vieux bowling où la chanson Ring of Fire passe dans le jukebox. Elle sort à l'extérieur et se met à courir vers la périphérie de la ville, avant de se rendre compte qu'elle est déjà à la périphérie de la ville. Oui, parce qu'au bout de la route, il n'y a rien d'autre qu'un précipice qui plonge dans un cratère géant. À ce moment-là, elle entend une voix derrière elle et voit une femme étrange qui se tient là à la regarder. Mais quand Rose essaie de lui demander de l'aide, la femme se contente de lui dire des choses énigmatiques sur la perte de sa propre fille, Alessa. Perplexe, Rose sort son médaillon et montre à la femme une photo de Sharon, ce qui fait complètement paniquer cette dernière qui tente de le lui arracher des mains. Rose la repousse donc et repart en courant en direction de la ville. Mais qui est cette femme et que fait-elle encore ici ? Eh bien, tout s'expliquera très bientôt. Ok, bon, je sais que cette ville est abandonnée, mais il faudrait vite offrir une journée au spa à cette bonne femme, parce que bon sang. Mais je pense que Rose a dû se cogner la tête très fort pendant l'accident, parce qu'on dirait qu'elle a oublié à quoi ressemblait sa propre fille. Sharon portait une veste en jean et un t-shirt bleu. Et puis, il y a eu cette autre fille qui court partout dans une robe violette. Et tu penses que c'est la même personne ? Genre quoi ? Elle a fait un petit changement de costume au milieu de cette ville fantôme pour rigoler peut-être ? Et si c'était vraiment Sharon ? Pourquoi elle s'enfuirait ? Franchement, tu crois pas qu'elle courrait vers toi, maman ? Je veux dire, Rose, réfléchis un peu. Il s'agit à 100% d'une sorte de démon ou de quelque chose qui essaie de t'attirer dans un piège. Donc personnellement, si jamais je vois le fantôme d'une gamine surgir au coin de la rue, je vais me faciliter la vie et partir dans la direction opposée. Cela dit, on peut tirer de nombreux enseignements de ce qui vient de se passer ici. Et la règle numéro 1, la plus importante, c'est qu'il ne faut jamais se faire surprendre à l'extérieur après la tombée de la nuit. Bon, après avoir vu tous ces bébés démons sortir de nulle part, moi aussi j'essaierai de me tirer de là. Mais on sait déjà que quitter la ville n'est pas si facile. Donc, vu qu'on est coincé ici, il va falloir trouver un plan pour survivre à la nuit. Mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai déjà quelques idées. Tout d'abord, on sait que la sirène d'alerte aérienne annonce des ennuis. Et honnêtement, c'est plutôt sympa qu'on nous prévienne. Donc, dès que je l'entendrai retentir, je me réfugierai dans un de ces bâtiments abandonnés et je trouverai un endroit où me cacher jusqu'au matin. Ensuite, il nous faudra élaborer un plan pour combattre ces petits monstres, juste au cas où. Mais j'ai déjà quelques pistes pour ça aussi. Leur principale arme, c'est leur cri strident incroyablement puissant. Et ça, ce sera facile à contrer. Je vais juste prendre des morceaux de coton ou me fabriquer des bouchons d'oreilles avec ce que je trouve sous la main, et ça devrait aller. Et à part ça, je vais me trouver un tuyau ou un truc dans le genre et les frapper comme une malade s'ils s'approchent trop près. La seule façon pour moi de perdre ce combat, c'est s'ils m'attaquent tous en même temps. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un abri. Ce qui m'amène à parler de cette vieille femme bizarre. Le fait qu'elle soit toujours dans le coin prouve qu'il est possible de survivre si on sait s'y prendre. Et elle n'aurait pas pu tenir aussi longtemps sans avoir une sorte de cachette. D'ailleurs, qui sait, il y a peut-être d'autres personnes là-bas. Et Sharon pourrait bien y être aussi. Alors au lieu de la traiter comme une cinglée, j'essaierai plutôt de me la mettre dans la poche. Réfléchissez-y. Elle connaît manifestement les lieux beaucoup mieux que moi. Et si elle pense que Sharon est en fait sa fille disparue, eh bien pourquoi ne pas la laisser croire ça ?
Elle pourrait nous être d'une aide précieuse si elle pense qu'on essaie de retrouver sa petite fille. Et puis, une fois qu'on aura retrouvé Sharon, on pourra simplement la jeter du haut d'une falaise ou ailleurs et en finir une bonne fois pour toutes. Du gâteau, je vous dis. Rose file à toute vitesse jusqu'à sa Jeep. Et quand elle arrive, elle tombe sur un dessin inquiétant représentant une école. Dessin qui n'était certainement pas là auparavant. C'est donc là qu'elle décide d'aller jeter un œil. Elle attrape son téléphone et laisse un message à son mari Chris pour lui raconter ce qui s'est passé. Mais alors qu'elle essaie de démarrer la voiture, quelqu'un s'approche et ouvre la portière. C'est l'officier Sybil Bennett qu'elle a vu à la station-service, et elle passe immédiatement les menottes à Rose pour s'être enfuie. Apparemment, elle a eu un accident de moto pendant la poursuite, et elle a perdu connaissance pendant un moment. Mais lorsqu'elle essaie d'appeler des renforts, elle n'arrive pas à joindre qui que ce soit. L'officier décide donc qu'elles vont retourner à pied jusqu'à la route principale. Pendant ce temps, Chris suit leurs traces jusqu'à ce qu'il arrive au pont qui mène à Silent Hill, où il rencontre le détective Gucci. Ils ont trouvé la Jeep de Rose un peu plus haut sur la route, mais il n'y a aucun signe d'elle, ni de Sharon, ni de la policière. Les deux hommes décident donc d'aller jeter un œil aux alentours. Les deux femmes avancent jusqu'à ce qu'elles atteignent le bout de la route qui s'avère être, encore une fois, le véritable bout de la route. Parce que, au lieu d'un pont, il n'y a rien d'autre qu'un précipice sans fond. Leur seule option est de faire demi-tour et de repartir dans l'autre direction. Mais elles n'ont pas parcouru beaucoup de chemin qu'elles aperçoivent un type à l'allure étrange sortir de la brume. À mesure qu'ils se rapprochent, leurs appareils électroniques commencent à bugger et elles se rendent compte qu'il s'agit d'une sorte de créature mutante sans bras ni visage, avec un énorme trou suintant en plein milieu du corps. La créature projette un jet d'acide noir sur l'officier Bennett, mais celle-ci est protégée par son casque et sa veste en cuir. Alors elle se retourne et tire sur la créature, tandis que Rose s'enfuit en courant. Profitant de la distraction de l'officier, Rose parvient à regagner la ville. Elle passe ses menottes devant, puis commence à suivre les indications des plans du réseau de bus d'un arrêt à l'autre, jusqu'à ce qu'elle se retrouve enfin à l'école primaire Midwich. Une fois à l'intérieur, elle hurle immédiatement « Sharon !» de toutes ses forces. Genre, très bien, on ne va pas faire dans la discrétion ici. Mais il n'y a aucun signe d'elle. Rose se dirige donc vers le secrétariat et commence à fouiller. Elle trouve un trousseau de clés et une lampe de poche. C'est déjà ça. Mais tout à coup, elle entend un bruit au bout du couloir et elle suit jusqu'à ce qu'elle arrive à un escalier. Tout à coup, elle voit une main tendue qui tient un canari dans une cage. Alors, Rose se sauve rapidement alors que 3 mineurs apparaissent à l'angle. Ok, franchement cet endroit regorge de personnages chelous qui courent partout. C'est pire que chez Didi à Halloween. Et Rose ferait bien de se ressaisir avant que ces Oompa Loompa démoniaques ne la mettent dans un sac mortuaire. Je sais pas si elle a les capacités de survie d'un paresseux sous-somnifère ou si c'est juste sa commotion cérébrale, mais en tout cas, elle se déplace comme un véritable robot. Pour être honnête, à ce stade, ça devrait être assez évident que les gens du coin ne sont pas très sympas. Alors qui, avec un minimum de bon sens, entendrait un bruit bizarre venir de derrière le coin et se mettrait à foncer à toute vitesse vers le bruit en hurlant à plein poumon? Sérieusement, t'es stupide ou quoi? Parce que c'est littéralement la chose la plus idiote que tu pouvais faire. On découvrira plus tard que ce ne sont que des hommes en combinaison. Mais avant même de le savoir, on pouvait déjà déduire certaines choses rien qu'en regardant leur équipement. Premièrement, son téléphone n'a pas bugué quand ils se sont approchés, ce qui signifie qu'ils sont humains. De plus, ils transportent un petit oiseau en cage, probablement utilisé comme avertissement, ce qui nous apprend 2 choses. Tout d'abord, ils sont assez intelligents pour utiliser une stratégie. Et ensuite, ils ont peur d'être blessés. Donc, riposter est clairement une option ici. Ils se déplacent aussi en escouade et restent ensemble, ce qui signifie qu'ils utilisent probablement Discord. Autrement dit, ils ne cherchent pas un combat à 1 contre 1. Maintenant que nous en savons un peu plus sur eux, nous pouvons commencer à faire des choix plus intelligents. D'abord, si ces types sont là pour chercher des gens, il y a une chance qu'ils aient déjà trouvé Sharon. Quoi qu'il en soit, ils survivent manifestement ici. Et comme la nuit va bientôt tomber, ce serait peut-être une bonne idée de les suivre. Donc ce que je ferais, c'est de m'efforcer de me cacher jusqu'à ce que ces types soient partis, puis essayer de les suivre jusqu'à leur planque en me déplaçant furtivement. Et en même temps, je fouillerais le local du concierge ou l'atelier de menuiserie pour trouver des coupes-boulons ou des scies qui me permettraient d'enlever ces menottes, parce que ça me faciliterait grandement les déplacements. Mais s'il fallait en venir aux mains, j'ai déjà un plan pour ça aussi. Avec ces masques, ils ne voient pratiquement rien d'autre que ce qui se trouve juste devant eux. Et ça me donne une opportunité. Je commencerai par essayer d'attirer l'un d'entre eux dans une pièce à l'écart du reste du groupe, puis je me posterai juste au coin avec un tuyau métallique. Et dès qu'il entrerait, boum, je le frapperai par derrière, je lui piquerai son équipement et je le laisserai au monstre.
C'est là que le plan devient génial. Étant donné que leur combinaison couvre chaque centimètre carré de leur corps, je pourrais me fondre dans la masse et regagner tranquillement leur base. Et ensuite, je sais pas, on verra bien à partir de là. Mais j'espère que ça nous rapprochera un peu plus de notre objectif, foutre le camp d'ici. Rose se faufile à travers l'école jusqu'à atteindre une salle de classe. Et il semble qu'elle les ait semés pour l'instant. Mais alors qu'elle s'apprête à continuer son chemin, elle remarque des empreintes de mains récentes sur un bureau bien particulier. Quand elle l'ouvre, elle trouve tout un tas d'affaires appartenant à cette fille, Alessa, et à cette sorcière effrayante qui disait que c'était sa fille. À ce moment-là, une petite fille passe en courant à l'extérieur, et Rose la poursuit jusqu'aux toilettes. Elle entend la fillette pleurer dans une des cabines. Alors elle s'approche de la porte et elle lui promet qu'elle ne lui fera pas de mal. Mais quand elle pousse la porte, tout ce qu'elle trouve à l'intérieur, c'est ce corps horriblement difforme, ficelé avec du fil barbelé. Sur le mur, il y a un message qui dit « Je te mets au défi ». Et quand elle regarde de plus près, elle se rend compte qu'il y a quelque chose dans la bouche du type. Alors, Rose s'approche nerveusement du corps et retire ce quelque chose. C'est un petit morceau de bois sur lequel est inscrit le mot « hôtel ». Mais tandis qu'elle s'enfuit, écœurée, elle tombe accidentellement nez à nez avec les mineurs de charbon qu'elle a vus tout à l'heure. Toutefois, elle sort les clés qu'elle a trouvées au bureau et verrouille la porte avant qu'ils ne puissent entrer. Les mineurs se mettent à frapper violemment de l'autre côté. Mais soudain, leur oiseau se met à devenir complètement fou dans sa cage. Alors ils s'enfuient tous, comme si quelque chose d'encore pire était sur le point de leur tomber dessus. Quelques secondes plus tard, la sirène d'alerte aérienne retentit à nouveau, tandis que son environnement tout entier s'assombrit brutalement. Et quand Rose allume sa lampe de poche, elle voit que tout part en fumée et que tout se transforme en un monde cauchemardesque. Et quand il touche le mur, d'étranges vaisseaux sanguins rouges commencent à se développer dans sa direction. Alors, Rose se met à courir pour redescendre les escaliers. Mais quand elle arrive en bas, elle découvre les mineurs en train d'être dévorés vivants par un essaim de ces cafards démoniaques géants. Elle continue de courir jusqu'à se retrouver sur une passerelle au-dessus de cette terrifiante fosse de la mort. Il y a une fenêtre de l'autre côté par laquelle elle semble pouvoir s'échapper. Mais alors que Rose commence à frapper contre la cage, elle remarque une petite fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille Sharon. Et elle est tellement distraite qu'elle tombe droit dans le vide. Cette fois, elle se retrouve à nouveau dans la cour. Mais avant même d'avoir le temps de reprendre son souffle, cette monstruosité géante avec une grande pyramide métallique sur la tête sort et se met à la poursuivre. Résignée, Rose commence à s'effondrer en se disant « Je n'en peux plus ». Mais juste au moment où elle est sur le point d'être prise d'assaut par les cafards, quelqu'un arrive et la traîne dans une autre pièce. C'est Sibyl, l'officier de police. À elles deux, elles utilisent un tuyau pour bloquer la porte, mais elles n'ont plus nulle part où s'enfuir. Et tout à coup, Pyramid Head apparaît et se met à transpercer la porte avec son épée géante. Une nuée de cafards s'engouffre par l'ouverture, tandis que l'épée se rapproche de plus en plus. Mais comme ça ne fonctionne pas, Pyramid Head passe le bras à travers l'ouverture et essaie de la débloquer lui-même. L'officier se met alors à tirer et le touche plusieurs fois au bras, mais il ne s'arrête toujours pas. Puis, Pyramid Head finit par disparaître, tandis que tous les cafards meurent les uns après les autres. Et on dirait bien qu'elles ont survécu à une nuit de plus. Ok, bon, Rose a vraiment eu de la chance que l'officier arrive quand elle l'a fait. Parce que sinon, Sharon serait sûrement retournée direct à l'orphelinat. Mais si elles veulent un jour retrouver cette gamine et se tirer d'ici, elles vont devoir se bouger beaucoup plus. Par exemple, dès le début, ce concierge mort-vivant aurait dû être une broutille. Je veux dire, certes, il est assez effrayant, mais si vous n'êtes pas capable de vous battre contre un type qui a les 2 pieds attachés derrière la tête, alors désolé, mais je pense sincèrement que c'est juste un problème de compétence. Le plus dangereux chez lui, c'était qu'il ne fallait surtout pas le laisser vous toucher. Et honnêtement, c'est assez facile. Je lui mettrais juste ce seau de nettoyage sur la tête, puis j'attraperais n'importe quel objet pour lui asséner le coup de grâce avant qu'il ne puisse faire apparaître toutes ces petites bestioles répugnantes. Les insectes, maintenant, sont bien plus effrayants. Bon, évidemment, en 1v1, je pourrais simplement tous les écraser et ce serait fini. Mais s'ils se regroupent en essaim, là, ça devient un vrai problème. Mais s'il y a bien une chose qui marche toujours contre une nuée d'insectes, c'est le feu. Donc, quand je courrais dans l'école, je chercherais de l'alcool à friction ou de l'huile en spray et à peu près tout ce que je pourrais utiliser pour fabriquer une torche ou des pièges à feu. Et ça devrait rendre la lutte contre ces insectes bien plus facile.
Par contre, en ce qui concerne Pyramid Head, c'est une toute autre histoire. Ce type mesure facilement plus de 2 mètres. Il manie cette épée géante comme si c'était un cure-dent, et il a cette énorme pyramide métallique sur la tête, ce qui rend les tirs à la tête totalement inefficaces contre lui. Maintenant, évidemment, la meilleure chose à faire face à lui, c'est tout simplement de prendre ses jambes à son cou. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Rose et la policière ont fait comme si elles étaient dans une impasse. Je vois toutes sortes d'évents et de ventilateurs un peu partout dans la pièce qui doivent forcément mener quelque part. Donc au lieu de rester planté là pendant qu'il découpait la porte, j'aurais essayé d'ouvrir de force une de ses bouches d'aération ou j'aurais jeté quelque chose dans le ventilateur pour le bloquer, puis je me serais échappé par là. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être le plot armor qui les a sauvés cette fois-ci. Mais la question est maintenant, que vont-elles faire ensuite ? Bon, la petite fille veut manifestement que maman aille à l'hôtel. Mais le problème est le suivant. Je ne sais pas si elle a déjà compris le schéma, mais chaque fois que cette gamine se pointe, elle l'amène tout droit dans un autre piège. Donc au lieu de la laisser me mener par le bout du nez, je m'en tiendrai à notre vieille stratégie d'avant et j'essaierai de comprendre d'où viennent tous ces gens qui apparaissent aléatoirement. De toute évidence, ils ont une sorte de zone refuge s'ils parviennent à survivre à la nuit. Et même si on ne trouve pas Sharon là-bas, peut-être qu'ils pourront nous expliquer ce qui se passe et comment retourner dans le monde réel. Je sais pas, mais ça me semble juste beaucoup plus productif que la chasse au trésor avec l'enfant fantôme. Mais bon, faites ce que vous voulez, mesdames. Les 2 femmes décident ensuite d'aller voir l'hôtel. Mais dès qu'elles y arrivent, elles tombent sur une inconnue qui lance des cailloux sur la sorcière qu'elles ont vue tout à l'heure. Elle se présente sous le nom d'Anna et explique qu'elle est sortie chercher à manger pour sa mère, ce qui signifie qu'il doit y avoir d'autres personnes dans les parages. Mais elles finissent par trouver un autre dessin dans l'emplacement de la clé de la chambre 111. Elle décide donc de chercher la chambre pour voir ce qu'il en est. Elle traverse le couloir à la recherche de la bonne porte. Mais curieusement, il semble que la chambre 111 n'existe pas. C'est alors qu'Anna leur montre un tableau inquiétant accroché au mur. Rose a alors une idée. Elle le traverse avec son couteau et découvre une pièce cachée de l'autre côté. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, juste un trou dans le mur qui mène directement au bâtiment d'à côté. Elle saute donc de l'autre côté et se retrouve dans une sorte de vieille usine calcinée. Tout le monde commence à regarder aux alentours quand Rose aperçoit à nouveau l'effrayante petite fille. Elle la poursuit jusqu'à ce qu'elles arrivent dans une grande pièce avec un trou béant dans le sol. La fillette est postée de l'autre côté. Alors Rose est obligée de faire du parcours sur les poutres métalliques rouillées. Mais d'une manière ou d'une autre, elle y parvient sans tomber et se tuer. Elle trouve la fillette assise là, en train de pleurer dans un coin. Mais dès qu'elle se retourne, l'endroit entier prend soudainement feu. Cependant, la vision disparaît lorsque les 2 autres femmes arrivent en courant. Et c'est comme si la fillette n'avait jamais été là. L'officier aide Rose à repasser de l'autre côté. Mais à ce moment-là, une nuée d'oiseaux surgit par le trou dans le sol. Et ça veut dire qu'il va à nouveau faire noir. Alors elles traversent la ville toutes les 3 jusqu'à l'église. Et là, plein d'autres gens surgissent en courant du brouillard et se précipitent vers la porte. Pour une raison indéterminée, cette sorcière Dahlia est là aussi. Rose s'arrête pour lui demander c'est quoi le problème avec cette petite fille fantôme. Mais tout à coup, tout recommence à sombrer dans l'autre monde. Et leur seule option est de se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Mais cette idiote d'Anna est tellement occupée à lancer des objets sur la sorcière qu'elle laisse passer sa chance. Et quand les filles se retournent, elle voit Pyramid Head qui la tient déjà en l'air. Puis tout à coup, le type attrape sa peau et la lui arrache complètement avant de la leur jeter dessus au moment où elle referme enfin la porte. Mais Rose et la policière n'ont même pas eu le temps de dire un mot que tout le monde panique et se met à les traiter de sorcières. Et Sibylle tire son dernier projectile pour les faire taire. Ensuite, cette femme en robe violette sort et dit à tout le monde de se calmer. Il s'agit sans doute de leur chef, Christabella, et après avoir calmé tout le monde, elle emmène les jeunes femmes pour savoir d'où elles viennent. Rose explique alors toute l'histoire concernant sa fille disparue, mais il semble que cette femme soit plus intéressée par la diffusion de sa religion douteuse que par le fait de les aider réellement. Selon elle, la seule façon de retrouver la gamine, c'est d'aller discuter avec le démon. Et ça veut dire redescendre au cœur des ténèbres. Et bien sûr, ceux qui descendent là-bas ne reviennent jamais. Mais Rose n'est pas une poule mouillée. Christabella accepte donc de lui montrer le chemin si c'est ce qu'elle veut vraiment. Ok, bon, avant de parler du plan, je dois dire 2 mots sur cette Anna. Parce que sérieusement, comment peut-on être aussi bête ? Imaginez, vous savez que vous avez littéralement 10 secondes pour entrer avant que cette fichue purge démoniaque ne commence. Et au lieu de courir encore 1,5 mètre pour vous mettre à l'abri, vous restez planté là à lancer des pavés sur la seule personne qui peut réellement survivre à l'extérieur.
Il faut vraiment être stupide. Donc ouais, honnêtement, je ne suis pas surprise que Pyramid Head ait transformé la peau de cette Anna en peau de banane. En tout cas, ça n'aurait jamais pu m'arriver à moi, ça je vous le garantis. Maintenant, pour le reste de ce plan, j'ai l'impression qu'elles auraient pu faire beaucoup mieux. Genre, pour commencer, je ne sais pas pourquoi on fait confiance à cette Christabella, hein. Enfin, ces gens font clairement partie d'une sorte de secte. Et vu la façon dont ils ont réagi face à des étrangères, il semble évident qu'ils n'aiment pas les gens venus d'ailleurs. Alors pourquoi leur chef serait-elle différente? Elle a littéralement dit « on s'occupera d'eux plus tard ». Et désolé, mais qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire selon vous? Du coup, je prendrai tout ce que cette femme dit avec des pincettes. Surtout tout ce truc sur « il faut aller affronter le démon ». Parce que si personne de ceux qui sont descendus là-bas n'est jamais revenu, comment diable peut-elle savoir que ça va aider? Ça me semble louche. Alors voilà ce que je pense. Si je descendais là-bas, je voudrais qu'au moins 2 de ces membres de la secte m'accompagnent. Comme ça, je serais sûre que ce n'est pas juste un piège. Et j'aurais quelques boucliers de viande à disposition si les choses devaient mal tourner. Les convaincre ne devrait pas être si difficile non plus. Parce que ce démon, c'est la raison pour laquelle ils sont coincés dans ce trou, non? Et aucun d'entre eux ne veut passer pour quelqu'un de faible. Sinon, ils risqueraient d'être accusés d'être du côté du démon. Alors j'utiliserai simplement la psychologie inversée avec eux pour les convaincre de m'aider. Et s'ils refusent catégoriquement de descendre avec moi, ça prouvera que c'est un piège. En plus de boucliers de viande, il nous faudra un moyen de nous protéger. Mais comme l'officier vient de gaspiller sa dernière balle en tirant un coup de semonce, ce qui était d'ailleurs incroyablement stupide, j'imagine qu'elles vont devoir se rabattre sur les méthodes traditionnelles. Donc, si je devais descendre dans ce trou, j'emporterais un tuyau ou un pied de biche comme arme principale et je glisserais un couteau quelque part en guise d'arme de secours, au cas où. Enfin, le dernier truc dont elles vont avoir besoin, c'est d'un plan sur ce qu'elles vont réellement faire une fois qu'elles seront arrivées au repère du démon. D'abord, c'est la 3e fois que cette petite diablesse essaie d'attirer Rose dans un piège. Donc si on la voit là-bas, on ne va certainement pas la suivre. De toute évidence, l'église de Christabella a réussi à assurer leur sécurité chaque nuit. Ce qui signifie que ce qu'ils font est efficace. Donc avant d'entrer, je lui demanderai une sorte de relique sacrée ou de m'enseigner une prière que je pourrais utiliser pour bloquer l'énergie démoniaque. Et avec tout ça, on devrait avoir tout ce dont on a besoin pour y arriver. Pendant que les autres s'affairent à enfiler leur équipement de mineur, Rose donne à Sibylle l'occasion de renoncer. Mais celle-ci lui répond qu'elle peut compter sur elle. Dans toute cette agitation, Rose semble avoir laissé tomber son médaillon par inadvertance. Christabella le ramasse donc et le glisse dans sa poche, persuadée que Rose ne reviendra jamais. Les habitants leur ouvrent la voie jusqu'à l'ancien hôpital, puis Christabella les conduit vers un ascenseur. Elle montre du doigt un plan accroché au mur et conseille à Rose d'en mémoriser le plus possible. Ensuite, elle désigne la salle B151, en précisant que c'est là qu'elle trouvera la source du mal. Elle prévient Rose que le démon a l'apparence d'une enfant et qu'il ne faut donc pas se fier aux apparences. Et une fois qu'elles seront en bas, elles seront livrées à elles-mêmes. En fait, Christabella est presque certaine qu'ils ne reverront plus jamais ces deux-là. Un des hommes tend une grosse lampe torche à Rose, l'avertissant que les créatures en bas seront attirées par sa lumière. Mais juste au moment où elle s'apprête à entrer, Christabella lui redonne le médaillon. Et elle réalise alors que sa fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à la fille de Dahlia. Du coup, Christabella pète complètement les plombs et elle ordonne à ses gars de les attraper. Alors l'officier pousse Rose vers l'ascenseur et commence à les tenir à distance avec sa matraque. Elle finit par mettre une raclée à toute la bande, sans aucun problème. Mais au lieu d'entrer à son tour, elle utilise la matraque et claque la porte, ce qui fait descendre l'ascenseur vers les profondeurs. Visant directement Christabella, Sibylle appuie sur la détente, même si elle sait pertinemment qu'elle n'a plus de munitions. Les mineurs se précipitent alors vers elle et la rouent de coups armés de tuyaux d'acier. Une fois arrivée au sol, Rose suit les indications qui jalonnent le couloir à la recherche de la salle 151. Mais au moment où elle passe un virage, elle manque de percuter de plein fouet un groupe imposant d'infirmières de l'enfer, immobiles dans l'obscurité. À ce moment-là, les infirmières se retournent toutes et se mettent à avancer dans sa direction. Mais c'est là que Rose se souvient de ce que le type lui a dit plus tôt. Et quand elle éteint la lumière, elles arrêtent de bouger. Rose laisse donc la lampe éteinte et commence à se frayer lentement un chemin à travers le groupe. Cependant, les infirmières sentent toujours sa présence près d'elles. Et soudain, elles se mettent toutes à gesticuler aveuglément et à se mutiler les unes les autres. Rose se baisse alors, se faufile entre elles, allume la lampe pour faire diversion et se précipite vers la salle 151.
Ok, on dirait que Rose a réussi. Mais franchement, c'est pas elle qui m'inquiète le plus là, parce que la policière vient de faire une grosse boulette. Le pire, c'est qu'elle contrôlait bien la situation à 4 contre 1, jusqu'à ce qu'elle décide d'abandonner pour une raison qui m'échappe. Et après qu'elle ait descendu un de leurs potes juste sous leurs yeux, ils ne vont certainement pas la laisser s'en tirer comme ça. Donc la dernière chose que je ferais, c'est de les laisser me prendre en otage. Le moyen le plus simple pour elle de s'en sortir aurait probablement été de sauter dans l'ascenseur avec Rose et de tenter sa chance au sous-sol. Après tout, il n'y avait littéralement aucune raison qui l'empêchait de le faire. Et au moins, Rose aurait eu un peu de renfort. Cependant, même un combattant professionnel de l'UFC aurait eu du mal à se débarrasser de 3 types ordinaires s'ils avaient travaillé ensemble. Donc, la seule façon pour elle de s'en sortir était d'utiliser un peu de stratégie. Et c'est pour ça que leur montrer qu'elle n'avait plus de munitions était carrément la chose la plus stupide qui soit. Si vous êtes en infériorité numérique, vous devez déterminer quelle cible est la plus importante. Et dans ce groupe, c'était clairement Christabella. Donc dès que le combat a commencé, je me serais précipitée directement sur leur chef et je l'aurais prise comme bouclier de viande. C'est essentiellement grâce à elle s'ils sont tous encore en vie. Ils auraient donc évidemment tous battu en retraite si l'officier l'avait fait prisonnière. Et ensuite, il lui aurait suffi de reculer vers la sortie et de se tirer de là avant qu'il ne se rende compte qu'elle bluffait. Mais désormais, on dirait que ça va être à Rose de sauver la situation. Lorsque Rose ouvre la porte, elle est subitement aveuglée par un éclat de lumière incroyablement intense, et une voix de fille lui dit qu'il est temps pour elle de connaître la vérité. La voix explique qu'Alessa n'était en réalité qu'une gentille petite fille ordinaire, mais que tout le monde en ville la traitait comme une paria parce qu'elle n'avait pas de père. Comme si le comportement des autres enfants ne suffisait pas, tous les adultes de la ville étaient également contre elle. Jusqu'au jour où cette psychopathe de Christabella a décidé qu'Alessa devait disparaître. Pour une raison indéterminée, la mère d'Alessa a estimé qu'elle devait se plier à cette décision, et les fidèles se sont tous rassemblés pour un rituel visant à se débarrasser du problème, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, lorsque Dahlia a changé d'avis, il était déjà trop tard. Mais pendant que ces monstres accomplissaient leur rituel, une chaîne s'est détachée et a fait basculer le brasier, ce qui a provoqué un incendie qui a ravagé la moitié de la ville. Et pourtant, la fillette a survécu. Mais alors qu'elle était couchée à l'hôpital sans pouvoir bouger, la colère d'Alessa est devenue si vive qu'elle a commencé à modifier le monde réel. Un jour, par exemple, elle a fini par traumatiser une infirmière innocente, et c'est là que son côté démoniaque s'est enfin révélé. Et depuis lors, elle retient ces personnes prisonnières dans l'obscurité, jusqu'à pouvoir enfin assouvir sa vengeance. Lorsque Rose reprend ses esprits, elle se retrouve à nouveau dans la chambre d'hôpital, et en y regardant de plus près, elle voit la vraie Alessa allongée sur le lit. À ce moment-là, la petite fille démoniaque se montre enfin, et elle annonce une nouvelle stupéfiante à Rose. Il s'avère que Sharon était en fait le côté pur d'Alessa, mais sous sa forme humaine. Alors elle a emmené l'enfant et l'a déposé devant un orphelinat pour qu'elle ne reste pas prisonnière de Silent Hill. Et c'est là que Rose et Chris l'ont trouvée quelques années plus tard. Les fanatiques s'apprêtent à faire subir à Sharon le même sort que celui infligé à Alessa. Et le démon n'a aucun moyen de les arrêter tant qu'ils se trouvent dans l'église. Rose, cependant, est en mesure de l'aider à y pénétrer. Comprenant que c'est le seul moyen de sauver sa petite fille, Rose accepte de le faire. La fillette tend alors les bras pour serrer Rose dans ses bras, mais elle fusionne littéralement avec son corps. Et Rose se met à trembler de tous ses membres comme si elle venait d'être possédée. Au même moment, dans un appartement quelque part dans la ville, Sharon bondit hors du lit lorsqu'elle entend des bruits de pas dans le couloir. Et elle se cache derrière un fauteuil juste au moment où un groupe de mineurs enfonce la porte. Dahlia fait irruption et se jette devant elle, mais elle ne parvient pas à les arrêter. Et c'est là que Christabella apparaît, déclarant qu'il est temps de préparer un petit barbecue. De son côté, le mari de Rose essaie toujours de comprendre ce qui leur est arrivé. Mais au lieu de l'aider, les flics et tous ceux à qui il s'adresse ne font que lui compliquer la tâche. Jusqu'à ce que le détective Gucci lui donne finalement 2 options. Soit aller en prison, soit ficher le camp de cette ville. Et comme il ne veut pas se retrouver coincé au milieu de nulle part, il décide de choisir la 2e option. Ok, on dirait que Chris vient de se retrouver complètement coincé au sens propre. Et en plus, ces tarés de la secte viennent d'enlever Sharon et l'officier de police. Le tout pendant que Rose était en bas en train de passer un accord avec une gamine démoniaque. Donc ouais, la situation s'annonce plutôt mal, je ne vais pas le nier. Mais avant de voir comment tout ça va finir, il y a une personne dont on doit parler d'abord.
Et ce n'est ni Rose, ni l'officier Bennett, ni même le mari. Parce que peut-être qu'elle ne s'en est pas encore rendue compte, mais Christabella, tu as vraiment merdé, ma vieille. Tu sais, au début, je pensais que Rose était la plus stupide dans ce film. Parce que franchement, emmener son enfant dans une ville fantôme où le simple fait de respirer l'air peut vous tuer, difficile de faire mieux. Mais maintenant qu'on connaît la vérité sur la façon dont tout a commencé, je dois dire que tu fais passer Rose pour une mère exemplaire. Faut vraiment être complètement cinglé pour penser que transformer l'enfant problématique du coin en poulet rôti va avoir un quelconque effet, à part celui de t'envoyer tout droit en enfer. Et il se trouve que c'est exactement ce qui s'est passé. Tu es là à faire semblant d'être une sorte d'héroïne ou je ne sais quoi, alors que tu es littéralement la seule et unique raison pour laquelle cette dimension, l'autre monde, existe en fait. Et maintenant, tu penses que répéter le processus va améliorer les choses ? C'est vraiment ridicule. J'avoue que je ne sais même pas comment tu fais pour ne pas oublier de respirer. En tout cas, vu que Rose et le démon viennent de joindre leurs forces, j'ai l'impression que tu vas enfin en avoir pour ton compte. Et quand t'es tellement taré que tu fais passer un véritable démon pour le gentil de l'histoire, c'est là que je sais que t'as vraiment merdé. À l'église, ils ont déjà attaché l'officier Bennett sur une immense échelle au-dessus de la foule. C'est alors que Christabella s'avance et allume le feu avec sa torche. La policière ne peut rien faire tandis qu'il commence à la faire descendre. Et plus elle s'approche du feu, plus sa peau se met littéralement à fondre. Il s'apprête à entamer la suite de la cérémonie lorsque Rose arrive finalement sur les lieux. Elle se ferait un chemin à travers la foule et se met à crier à tout le monde qu'il leur faut accepter la vérité. Ils sont tous morts depuis le grand incendie. Mais Christabella sort une dague et poignarde Rose en pleine poitrine. Mais au moment où le sang coule sur le sol, tout bascule dans la dimension de l'obscurité. La pièce s'assombrit, le feu de joie plonge dans un gouffre sans fond, et on assiste à la scène la plus impressionnante du film, alors que la blessure de Rose commence à cicatriser. Tout à coup, Dark Alessa surgit de la fosse, entourée de centaines de tentacules faits de barbelés. Et avant même que ces monstres aient le temps de prendre la fuite, elle soulève Christabella haut dans les airs et fait littéralement jaillir les tentacules hors de son corps, la déchirant en deux de l'intérieur alors que la petite fille démoniaque se met à danser dans son sang. Alors que les autres tentent de sauver leur peau, Rose se dirige vers le balcon sur lequel se trouve Sharon, et elle dit à la fillette de garder les yeux fermés jusqu'à ce que tout soit terminé. Mais Sharon ne peut s'empêcher de jeter un tout petit coup d'œil, et elle voit Dark Alessa se tenir juste devant elle. Puis soudain, la fillette s'évanouit. Quand elle se réveille, il fait jour et tout est déjà revenu à la normale. La seule qui est encore debout, c'est Dahlia. Et elle demande pourquoi la fillette ne l'a pas tuée comme tous les autres. Mais Rose suppose que c'est probablement juste parce qu'elle aimait encore sa mère. Elles regagnent toutes les deux la route et rejoignent la Jeep. Et cette fois, le moteur démarre. Le pont est lui aussi revenu à sa place. Et tandis que Sharon reste tranquillement assise à l'arrière, elles quittent la ville et reprennent le chemin de la maison. Pendant le trajet, Rose sort son téléphone et appelle son mari pour lui dire qu'elles s'en sont sorties. Mais lorsqu'il prend l'appel, il n'entend qu'un bourdonnement étrange à l'autre bout du fil. Elles continuent à rouler, dépassent la station-service et finissent par arriver chez elle. Mais le plus étrange, c'est que le brouillard ne s'est jamais dissipé. Lorsqu'elles entrent, la maison semble froide et vide, et Chris est introuvable. Mais dans le monde réel, la maison est baignée de lumière et il pleut à verse dehors. Quant à Chris, il est simplement allongé sur le canapé, endormi. Les filles entrent et s'assoient juste en face de lui. Mais lorsque la caméra passe à la perspective de Rose, Chris n'est pas là. Et Sharon regarde droit vers la caméra avec cette étrange expression dans les yeux, comme si elle savait quelque chose qu'elle ne nous dit pas. À ce moment-là, Chris sent quelque chose et il se réveille en sursaut. Il se retourne et est choqué de voir la porte d'entrée grande ouverte. Mais lorsqu'il se précipite à l'extérieur pour vérifier, il n'y a aucune trace des filles, ni de la Jeep. Et on comprend alors que Rose, Sharon et même l'officier étaient en fait mortes depuis le début. En fin de compte, ça fait donc 3 victimes, sans compter une ville entière de sectaires cinglés. Et notre ami Chris est le seul survivant. Mais s'il y a bien une leçon à retenir ici, c'est que si votre fille adoptive commence à faire des cauchemars à propos d'une ville fantôme inconnue, vous feriez peut-être mieux de l'emmener d'abord chez un psy. Silent Hill 2006. Et avec une suite sortie pour le 20e anniversaire, c'était le moment idéal pour parler de ce film. À l'époque, j'avais été assez impressionnée, vous voyez, je suis une grande fan de Silent Hill. Et j'adore la façon dont ils ont intégré des éléments des premiers, deuxième et troisième volets dans un seul film. Un grand bravo à Christophe Gans pour avoir réalisé ce film. Et bravo à Konami de lui avoir confié les rênes.
Si vous êtes fan de Silent Hill, vous devez absolument jeter un œil à ce Blu-ray sur Shout Factory parce qu'il contient un tas de bonus que je recommande vivement. Et si vous auriez fait quelque chose différemment dans l'épisode d'aujourd'hui, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. À part ça, merci beaucoup d'avoir regardé, laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie, on se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, passez une excellente journée!